Alors, donc, pour parler, évidemment, on l'a dit, hein, depuis ce matin, la filière solaire se trouve à une charnière, évidemment, avec la reprise post-Covid, et puis ensuite, on a eu, évidemment, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui ont conduit à une flambée des prix de l'énergie, du coût des matières premières et des frais logistiques, qui est un contexte qui fait peser un risque important sur de nombreux projets renouvelables. On en a parlé, on a parlé de trous d'air, donc on va voir un peu une table ronde, on va dire, en deux temps, parce qu'il y a d'abord une urgence, hein, dans une première temporalité, mais aussi on peut s'interroger plus globalement sur l'avenir des modèles économiques. Et donc on va en parler avec Nicolas Brou, et merci d'être avec nous, qui est directeur financement et MEA chez Melvan. Également à vos côtés, Pascal Courcel, hein, directrice du financement immobilier énergie environnement au sein de BPI France Financement. On va voir le point de vue des banques sur cette question. Vianney Létang, merci d'être avec nous, président du pôle économique, financement et nouveaux marchés à la commission solaire du CER. Nicolas Clossé, dont on a déjà beaucoup parlé, puis je crois qu'on vous a déjà un peu interpellé, entre guillemets, dans la table ronde, sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables au sein de la DGEC, donc au ministère de la Transition énergétique. Et puis Elsa Merkel, merci beaucoup d'être avec nous, chef de département énergie renouvelable à la direction du développement des marchés et de la transition énergétique de la Creux. Alors dans un instant, je vais vous passer doublement la parole, et c'est très bien, vous êtes l'un à côté de l'autre, hein, Nicolas Clossé et Elsa Merkel, pour parler dans un premier temps des premières mesures, hein, qui peuvent être prises. Peut-être une petite introduction, Vianney Létang, sur la situation dont on a déjà parlé, qui est quand même une situation inédite, qui fait aussi on a quand même beaucoup d'inquiétudes. Peut-être, oui, il vaut mieux le défaire, ou alors se passer le micro, parce que c'est pas très simple ce micro-là. Peut-être, allez-y, je vous en prie. Normalement, ça fonctionne. Ouais, oui, voilà, parfait. Merci, bonjour à tous. Oui, donc pour résumer un peu la situation paradoxale que rappelait Jean-Louis tout à l'heure, à savoir qu'on n'a jamais eu autant besoin de notre énergie, et en même temps, aujourd'hui, il y a énormément de projets qui sont bloqués, essentiellement pour des raisons économiques. On a eu en 2021 tous les plans de relance qui se sont télescopés et qui ont créé un effet de très forte demande sur les matières premières, et qui s'est répercuté directement sur le montant des investissements des projets solaires. Donc quand on parle d'inflation de 6% pour l'économie en général, nous, sur les CAPEX, on est plutôt sur 20%, 20-25%. Bon, ici, il y a beaucoup de gens qui ont les ordres de grandeur en tête, hein, les modules passés de 20 à 32 centimes, le prix de l'acier qui a explosé aussi et qui pénalise énormément de projets, notamment en toiture. Tout ça fait que plus 20% de CAPEX, ça c'était 2021. Et on était déjà dans une situation compliquée et dans des discussions avec les services de l'État début d'année. Et en 2022, on a eu un peu la deuxième lame, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui étaient encore à un niveau assez bas en janvier, hein, on ne s'en rappelle pas, et qui ont eu une augmentation d'une brutalité sans précédent, puisque finalement, en 3 mois, on a pris 2,5%, 250 points de base. Ce qui veut dire que là où on mettait une dette sur les projets de 1,5 à 2%, on est passé à 4%. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, les projets ne peuvent plus être construits. Ils sont pourtant prêts. Il y a des milliers de personnes qui ont travaillé à aller sécuriser du foncier, obtenir les autorisations d'urbanisme. On a eu des signaux très positifs depuis plusieurs années sur les perspectives du solaire qui font que, je pense, toute la filière s'est mobilisée pour jouer le jeu, a recruté massivement pour être prête, que ce soit au sol, que ce soit en toiture. Mais aujourd'hui, ces projets ne peuvent pas sortir parce qu'on a à la fois un CAPEX qui est donc 20% supérieur à ce qui a été prévu au moment où le tarif a été dimensionné. Et en face de ça, on a une dette qui diminue, puisque comme les taux d'intérêt augmentent, finalement, le montant du principal à annuité constante, je suis un peu technique, désolé, mais lui ne peut que baisser. Donc on a moins de dettes, plus de CAPEX, donc il faut mettre plus de fonds propres dans les projets. Et ces fonds propres ont une rémunération négative. Donc finalement, les gens sont plutôt tentés de temporiser. Je crois que Madame Bancel en parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est un peu le phénomène qui se passe, c'est-à-dire que les gens ont gelé les constructions, temporisent en attendant de voir ce qui va se passer et comment les dispositifs vont évoluer. Voilà, donc c'est ça la situation actuelle. C'est ce qu'on appelle l'effet de ciseau. Voilà, avec évidemment des demandes de mesures d'urgence, et vous pourrez commenter, puisque je vais passer la parole maintenant à Nicolas Clossé pour dire voilà, de votre point de vue, enfin du point de vue de l'État, si on veut résumer, l'approche que vous avez sur ces sujets. Vous travaillez sur des mesures, c'est ça ?
Je crois que la ministre a annoncé effectivement qu'on travaillait sur des mesures et donc je ne pourrais pas annoncer en teasing ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle annoncera plus tard. Alors évidemment, je pense que tout le contexte, si jamais on avait besoin de le rappeler, en tout cas ça a été fait dans les introductions et dans la table ronde précédente, le besoin, si quelques personnes en doutaient auparavant, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça en tout cas ici, il est indéniable, il a été renforcé par ce qui se passe depuis quelques mois et le fait que les énergies renouvelables nous permettent quand même d'améliorer de façon significative notre résilience. Après, ça veut aussi dire qu'il faut qu'on soit stable sur nos circuits d'approvisionnement pour pas troquer une dépendance énergétique sur une dépendance envers les moyens de production amont. Et donc, comme vous le savez évidemment, sur nos dispositifs de soutien, ça fait un certain nombre d'années qu'on soutient la production renouvelable et donc notamment le photovoltaïque. La quasi-totalité du parc aujourd'hui en production, elle fait l'objet de dispositifs de soutien qui sont financés par l'État. Et de plus en plus d'installations reposent effectivement sur des appels d'offres et donc des tarifs qui ont été proposés et qui sont définis 2-3 ans avant le passage de commande et avant la mise en service. Donc on était dans un monde où effectivement les installations qui devaient rentrer en service cette année, qui devront rentrer en service l'année prochaine, ont fait leur business plan il y a 2 ans. On était dans un monde où il y avait plein d'inflation, où les coûts des matières premières évidemment évoluaient un peu, mais pas du tout dans les proportions qu'on a connues récemment. Et avec un prix de marché aussi qui était entre 40 et 50 euros, là où tout à l'heure Laurence Boribancel a rappelé qu'en ce moment ils sont plutôt à 3 chiffres quand ils ne sont pas à 4 chiffres dans les périodes de tension. Donc forcément, on a un modèle économique qui n'est pas celui qui a prévalu au moment de la définition des business plans et qui aujourd'hui nous rattrape de plein fouet. La difficulté qu'on a, c'est qu'on est sur des dispositifs d'appel d'offres et qui doivent respecter un certain nombre, je suis désolé d'être aussi administratif, mais de règles envers les obligations européennes et françaises sur la commande publique pour des raisons de transparence et d'équité de traitement. Et donc c'est pour ça que notre faisceau de travail est quand même relativement contraint pour les projets qui ont déjà... ceux qui doivent sortir, qui ont déjà sécurisé, c'est un bien grand mot du coup, mais qui ont sécurisé leur dispositif de soutien. Donc il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par la filière et sur lesquelles on travaille. C'est comment est-ce qu'on peut bénéficier des prix hauts de l'électricité aujourd'hui, parce que ce qui est dit en introduction à la table ronde, c'est qu'on ne peut pas répercuter les coûts directement sur le prix de vente, certes, mais le prix de vente, il est défini de façon exogène et il est aujourd'hui donc de plusieurs centaines d'euros. Donc on se doute que si on arrive à vendre au marché, ça permet quand même de récupérer un petit peu de cette hausse de CAPEX. Donc c'est évidemment un des sujets qui est en train d'être regardé. Et après, en revanche, sur le fait de prendre de façon directe les augmentations de coûts, ça c'est quelque chose qui, pour les projets qui ont déjà été lauréats, n'est pas aujourd'hui possible. Donc c'est un sujet qui doit être vu pour l'avenir. Et en revanche aussi sur les petits projets, il y a un certain nombre de textes qu'on a fait passer en consultation pour prendre en compte cette inflation dans la définition des tarifs, puisqu'il faut qu'on raisonne à nouveau à un monde où il y a de l'inflation et on n'est pas à une inflation qui est proche de zéro. Voilà, donc parmi les pistes, c'est une indexation justement sur la question de cette inflation et comment on peut indexer les coûts. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Peut-être que Elsa Merkel peut aussi éclairer, puisque la Creux aussi est consultée sur ce point-là. Mais tous les deux, vous pouvez faire un binôme. Hein. Voilà, allez hop. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui. Peut-être un petit rappel très rapidement sur le rôle que joue la Creux sur le soutien aux énergies renouvelables. Donc on émet des avis sur les textes du gouvernement qui ont trait aux énergies renouvelables. On instruit tous les appels d'offres, que ce soit du photovoltaïque, de l'éolien, bientôt du biométhane. On établit les charges de service public de l'énergie et je reviendrai là-dessus, comme l'a évoqué Monsieur Ball en introduction. C'est un sujet important aujourd'hui dans le cadre pour mettre en avant la contribution aussi des énergies renouvelables aujourd'hui aux finances publiques. Et on joue un rôle d'expertise plus généralement économique sur les filières renouvelables. Alors je voudrais peut-être juste déjà en introduction rappeler la position de la Creux sur le développement des ENR aujourd'hui. Nous on est persuadés qu'une accélération est nécessaire à tout point de vue,
à la fois pour atteindre, ça a déjà été dit, les objectifs de la PPE, et aussi dans un contexte de sécurité d'approvisionnement qu'on sait tendu, pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et dans ce contexte, on pense donc que les mesures qui seront prises dans les prochaines semaines, mois, devront forcément être ambitieuses pour répondre à l'urgence actuelle. Sur le contexte de hausse des coûts, je vais essayer de pas trop répéter ce qui a déjà été dit. Nous, en effet, du côté de la Creux, on échange beaucoup avec différents acteurs de la filière. On a mené justement des analyses sur cette hausse des coûts. Il nous semblait également important de l'acter, et on a, dans le cadre d'une délibération à paraître qu'on a fait dans le cadre d'une saisine du ministère sur un arrêté qui avait fait l'objet d'une consultation en CSE sur le gel de la dégressivité des tarifs. On a donc mené cette analyse sur la hausse des coûts, et c'est quelque chose qu'on publie rapidement. On pense que c'est important d'acter, c'est quelque chose d'indéniable, comme le disait Nicolas. Et comme on le disait, une hausse des capex à laquelle s'est ajoutée depuis le début de l'année une hausse des taux, et qui a été vraiment très rapide. Là, sur le mois de juin, on a vu vraiment une accélération de cette hausse, avec une petite détente depuis quelques jours, mais à des niveaux qui restent extrêmement hauts. Donc dans ce contexte, il nous semble qu'en effet, on ne peut que constater que des mesures doivent être prises. Qu'il faut approfondir les échanges avec la filière, mener une forme de négociation. Et en effet, plusieurs mesures sont envisageables. Donc on a les capacités qui ont déjà sécurisé un tarif et qui sont aujourd'hui bloquées. Là, en effet, on estime que la mise sur le marché de ces capacités pendant une certaine période aurait en effet des effets positifs. Après, il faut aussi prendre en compte que cette mise sur le marché, elle n'est pas forcément adaptée à toutes les capacités. Pour des petites installations pour lesquelles le spread entre le tarif et le prix de marché est beaucoup plus faible que pour les grandes installations, c'est pas forcément la solution idéale. On a aussi des acheteurs, des agrégateurs qui sont pas forcément prêts à aller commercialiser de l'électricité qui viennent de trop petites installations. Donc la mise sur le marché, on pense que c'est en effet une solution très intéressante, mais sans oublier le fait qu'elle ne sera pas forcément adaptée à toutes les capacités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, et penser aussi aux installations plus petites, notamment dans le cadre de l'arrêté tarifaire. Et quand vous parlez d'une durée, vous la voyez sur quelle durée ? En tout cas, je voulais revenir là-dessus. Ce qui nous semble important, au-delà de la question de la durée, qui pourrait être d'un an, par exemple, c'est des choses qui sont en train d'être dimensionnées du côté du ministère. Nous, ce qui nous semble important, c'est que dans ces mesures d'urgence qui sont actuellement discutées, on garde une incitation à la mise en service rapide des projets. Parce qu'on est dans un contexte où on a besoin de ces capacités solaires, on le sait, pour la sécurité d'approvisionnement, c'est fondamental. Donc on pense que plutôt que de définir une durée maximale de mise sur le marché après la mise en service dans l'installation, on pourrait définir une date en dur, et ce qui inciterait finalement les capacités à se mettre en service rapidement pour pouvoir bénéficier pendant une durée d'autant plus longue des prix de marché. Donc on pense que ces incitations sont importantes. Il ne faut pas oublier que, voilà, comme on le disait, il y a besoin de sortir du PV pour répondre aux objectifs PPE, mais on a aussi besoin plus globalement de ces capacités pour le système électrique, et à assez court terme pour le coup. Donc là, on est vraiment sur les capacités qui ont déjà sécurisé un tarif. Pour les capacités qui ne l'ont pas encore fait, on a un équilibre économique aujourd'hui qui est complètement bouleversé. Ça on le sait. Et là, il y a plusieurs choses qui peuvent être envisagées. Au-delà du gel de la dégressivité qui avait été discuté en CSE, il y a des discussions à avoir sur le dimensionnement de l'arrêté tarifaire, le dimensionnement des appels d'offres aujourd'hui, et peut-être également, du coup, dans ces dimensionnements, la question de l'indexation, avec toujours une attention à avoir sur les incitations. On pense à la mise en service rapide. Dans un contexte que certains anticipent comme durablement inflationniste, juste prévoir une
indexation, ça pourrait inciter certains acteurs à avoir des comportements rationnellement attentistes. Donc il y a besoin de... Voilà, l'indexation pourrait être une bonne idée, mais voilà, à bien designer. Je ne sais pas si, je voulais parler un petit peu en effet de la contribution des renouvelables, mais je peux revenir dessus peut-être après. On le garde en tête, voilà. Et on l'évoquera, c'est important. Alors Vianney de l'Étang, vous voulez peut-être réagir à ce qui a été dit, vous, ce que vous attendez aussi du côté du CER, parce que ça fait un petit moment que vous avez parlé de cette nécessité de mesures d'urgence. Oui, exactement, mais effectivement on a des échanges constructifs, je pense, avec la DGEC et la CRE sur tous ces mécanismes. On échange de manière très transparente les données de la filière. Pour nous, ce qui est important, c'est effectivement deux choses. Pour les nouveaux projets, c'est de partir du bon niveau, donc surtout en arrêté tarifaire, parce que l'appel d'offres, théoriquement, lui, doit conduire ceux qui candidatent à proposer le bon niveau de tarif, sous réserve que le plafond soit suffisamment élevé, parce qu'aujourd'hui, dans certains segments de marché, il est trop bas, par exemple les grandes toitures, et qu'ensuite, il y ait une bonne indexation pour éviter les effets d'aubaine. Et parce qu'on comprend et on a subi, on se rappelle de la crise S06, S10, qui est d'ailleurs pas tout à fait terminée, qu'à l'époque, il y a eu des effets d'aubaine, c'est-à-dire des capex qui baissaient, des tarifs qui baissaient pas. Et ça, côté service de l'État et côté finances publiques, on n'aime pas et c'est logique. Et donc, on veut éviter, effectivement, il faut éviter de répéter ces erreurs du passé. Donc, il faut que les tarifs d'aujourd'hui soient bien calibrés et qu'ensuite leur indexation reflète fidèlement l'évolution du contexte économique, que ce soit en termes de taux ou en termes de coût des matières premières. Donc voilà, à titre d'exemple, on a demandé, aujourd'hui on considère que les projets en arrêté tarifaire, donc on a beaucoup parlé de toiture avec Repower EU, etc., on voit bien que c'est quand même une préoccupation. On a demandé, on estime qu'il faudrait 120 € aujourd'hui, alors qu'il y a 100 € aujourd'hui comme tarif en vigueur. Avec ce 120 €, on pense qu'avec les conditions actuelles, tous les projets pourraient sortir. On a identifié sur les 4 gigawatts dont parlait Jean-Louis de projets solaires prêts à construire ou presque, on a identifié 1,5 gigawatts rien qu'en toiture. Et donc on pense que ces projets-là, avec le 120 € pourraient sortir très rapidement. Et je rappelle quand même qu'une petite centrale de 300 kW en toiture, c'est 60 000 m3 de gaz naturel économisé chaque année. Les gens ont tendance à oublier qu'aujourd'hui, on est quasiment systématiquement importateur d'électricité en France et qu'à chaque fois qu'il y a une forte production solaire, il y a quand même en même temps beaucoup de production thermique et beaucoup d'importation. Et généralement, l'importation, c'est l'électricité carbonée de nos voisins. Donc voilà, on a cette solution pour permettre à des toitures ou à des projets au sol déjà prêts de sortir rapidement. Effectivement, ça nécessite un recalibrage à court terme et ensuite une indexation qui soit pertinente. Ce recalibrage, par exemple, si on parle de l'arrêté tarifaire, on demande de passer de 100 à 120. Certes, c'est 20%, donc ça peut paraître un effort important. Mais si on regarde ce 120 € au regard des prix forward sur les marchés à terme, je rappelle les prix forward. Aujourd'hui, on est pour 2023 à 300 €, 2024 à 250 €, 2025 à 180 € et 2026 à 160 €. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter un mégawattheure de base sur le marché pour 2026 à 160 €. Donc ça veut dire que sur les 4 prochaines années, en tout cas, on ne peut pas préjuger sur 20 ans, mais sur les 4 prochaines années, ces installations auraient une contribution positive au budget de l'État. Donc c'est au regard de ce contexte global qu'il faut réussir à trouver un calibrage pertinent. Alors peut-être vous faire commenter Nicolas Brou de Melvan, même si vous êtes pas directement, on va dire, impacté parce que, j'allais dire heureusement pour vous, par ce qui se passe actuellement, mais évidemment vous le vivez et vous avez aussi votre regard sur cette problématique dont on est en train de parler. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à toutes et tous. Nicolas Brou, donc je travaille au sein de Melvan, qui est un développeur de projets d'énergie renouvelable, qui a été créé en 2019, donc 3 ans d'expérience opérationnelle par des historiques du secteur des renouvelables. Aujourd'hui, nous avons un portefeuille d'environ 700 MW de projets solaires et éoliens à différents stades de développement, avec une équipe de 20 collaborateurs répartis à Bordeaux, Orléans et Avignon. Alors, je pense que Vianney a décrit de façon assez exhaustive les problématiques que nous avons. Bien sûr, au sein de Melvan, nous partageons l'inquiétude de la filière, puisque pas uniquement au niveau des développeurs, mais aussi au niveau de tout le tissu économique d'institutions, de sociétés qui nous accompagnent, que ce soit des constructeurs, des opérateurs, des sous-traitants.
Aujourd'hui, on parle de 2 gigawatts qui n'avancent pas, donc c'est 2 gigawatts de moins également pour ces sociétés-là. En ce qui concerne les développeurs, c'est assez mathématique forcément. Quand on a fixé les tarifs il y a entre 8 mois et 24 mois et qu'aujourd'hui on a 30% en plus de CAPEX et des taux d'intérêt qui sont passés de 1,5% à 4%, forcément c'est revenu moins le coût et à la fin il ne reste pas grand-chose. Donc je pense que Vianney l'a décrit de façon assez exhaustive. Je voudrais juste essayer de nous projeter un petit peu sur 2025-2030. Quel est le modèle économique de nos projets? Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est pas forcément uniquement des mécanismes de soutien. On est en train de regarder comment, dans notre portefeuille, on peut essayer d'en sortir sur une petite partie. Alors, sur les prochains appels d'offres creux, on aura mécaniquement une augmentation des tarifs, corrélativement à l'augmentation des CAPEX et des taux d'intérêt. On verra sur les prochains appels d'offres des tarifs qui vont augmenter et des business plans de nos projets qui sont bien plus équilibrés. Ça, c'est, je pense, pour la majeure partie de notre portefeuille. Aujourd'hui, il est difficile pour des petits et moyens acteurs, et on pourra y revenir après, de sortir de ces mécanismes. Mais également, nous regardons tout ce qui est hors mécanisme de soutien, donc d'aller chercher des contrats bilatéraux avec des sociétés électro-intensives qui, aujourd'hui, compte tenu des courbes forward des prix de l'électricité partagées par Vianney, ont besoin de fixer le tarif et leur coût de la consommation énergétique sur les prochaines années. Donc on voit un marché émergent aujourd'hui en France sur des corporate PPA, donc avec un développeur producteur qui va vendre son électricité à un consommateur électro-intensif. Ça, c'est une première partie, c'est en train de monter en France. Une autre partie qu'on regarde actuellement, c'est la vente directe au marché. Alors ça va être beaucoup plus compliqué, en tout cas à court terme, puisque on n'a pas encore en France de financement sur ces projets qui vendent directement au marché. Quand je dis directement au marché, évidemment, on regarde avec des contrats d'achat de vente d'électricité, des PPA à court terme avec des agrégateurs, même si, comme le disait Elsa, on ne peut pas le faire pour tous les types de projets, mais ça peut être pertinent. Quand on voit les courbes de forward des prix de l'électricité, aujourd'hui, on peut vendre sur les premières années de nos projets l'électricité à des tarifs très élevés. Toute la problématique de passer de ce marché subventionné à moins subventionné, voire non subventionné, ça va être l'accompagnement, comment on finance ces projets. Aujourd'hui, on discute évidemment avec des investisseurs et des banques comme la BPI et d'autres. D'ailleurs, je vais passer la parole à Pascal Courcelles après. Donc, vous voyez, voilà, c'est bien amené. De rebondir là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on imagine, c'est des portefeuilles mixtes où on a à la fois du subventionné et du non subventionné. En tout état de cause, ce qu'on s'attend, c'est une nécessité de plus de fonds propres. Et ça, dans tous les cas, c'est des projets qui vont demander de plus en plus de fonds propres, c'est voilà, ça. Parce qu'aujourd'hui, les tarifs appels d'offres creux, qui sont sur 20 ans, on va pouvoir mettre un emprunt bancaire avec des gearings au-delà de 80%, avec des maturités entre 18, 22, 23 ans. Clairement, quand on va chercher des corporate PPA et quand on ira chercher de la vente directe sur le marché, les banques, les investisseurs ne pourront pas aller à ces niveaux de gearing-là, donc on devra apporter plus de fonds propres et c'est difficile pour des acteurs de la taille de Melvan d'aller sur cette typologie de financement. Alors ça se passera très bien pour les plus gros développeurs producteurs, mais je pense qu'il y a effectivement un besoin, et c'est un travail collectif de l'industrie, avec banques, investisseurs, développeurs, producteurs, conseils financiers. Peut-être en mutualisant, ça peut être une piste. Une logique portefeuille, je pense que Pascal rebondir là-dessus, mais effectivement, il y a des logiques de portefeuille, d'agrégation pour répartir le risque, avec des outils financiers qui seront différents de dettes amorties à long terme sur 20 ans. On peut imaginer des produits financiers plus courts, comme on le voit par exemple dans le domaine de l'infrastructure. On peut imaginer des garanties bancaires, par exemple. Voilà. Comme ça, vous avez commencé à ouvrir sur la deuxième temporalité dont je parlais, parce qu'on a commencé à parler d'urgence et finalement à réfléchir plus globalement au modèle économique et aux perspectives d'avenir. Alors Pascal Courcelles, peut-être, si vous voulez réagir déjà à cette première thématique, ce contexte dont on vit, et après les banques, le rôle qu'elles jouent et qu'elles auront à jouer, parce qu'on le voit qu'on peut évoluer vers d'autres modèles. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, très, très riche, tout ce qui a été dit là jusque-là.
ce qui m'amène à dire, c'est comment nous, banquiers, on s'adapte à ça. Alors, un petit rétro-planning, c'est que jusqu'à présent, on a quand même pas mal été agile. Il y a des équipes de financement structuré qui se sont construites dans toutes les banques, et donc il y a un professionnalisme qui est avéré. Et donc ça, c'est clair que tout le monde a envie de poursuivre ce chemin du financement de projets, parce qu'il est massifié, et que jusque-là, c'était quand même la dette la moins chère, enfin la ressource la moins chère, puisque le financement de projet nécessite qu'on élimine tous les aléas, et tous les risques, et qu'on définisse un taux de crédit, une marge par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'est clair, je crois qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'ambition, en tout cas chez BPI-France, pour accompagner ceci, parce que c'est un point fort du plan Climat. Et on a une déception, c'est vrai que depuis 2021, on a amorcé une baisse de la capacité de financement qu'on pouvait avoir, parce qu'il y avait déjà une problématique d'inflation et qui là se cristallise. Donc le taux effectivement, comme l'a dit Vianney, il a fait quasiment x4, en très peu de temps. Il y a eu un mur de hausse importante. Et je dirais que s'il n'y avait que le taux, bon voilà, c'est un événement, mais sur lequel on ne peut pas beaucoup agir, parce qu'encore je l'ai dit, nous, la marge, elle est au plus bas. Ça aurait nécessité qu'il y ait des fonds propres supplémentaires. Voilà. Mais en fait, il y a ce problématique de CAPEX, donc là qu'il faut absolument résoudre. Et j'entends qu'il y a des solutions qui sont à l'étude et qui sont importantes. Je pense qu'on pourrait s'inspirer de l'Italie, qui a déjà ce schéma de marché préalable sur 18 mois. Et là, nous, c'est comment banquier, on peut être agile par rapport à ce format de financement qui va être un petit peu nouveau. Et donc, ça peut aussi nous permettre de nous exercer à ces contrats d'agrégation de marché pour aller ensuite sur du corporate PPA. Donc, je pense qu'on a tous. Je vous invite à remonter votre main parce qu'en fait, on bloque l'antenne quand on le met ici, on vous entend moins bien. Pardon, voilà, parfait. Je vous en prie. Et du coup, j'ai perdu le fil, mais et du coup, voilà, c'est comment on va appréhender ça. Je pense que c'est très important qu'on soit beaucoup plus agile et peut-être d'avoir des mécanismes de sécurisation supplémentaires, ceux que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais voilà, combiner un peu de marché, puis après du appel d'offres, je pense que c'est quelque chose qui est faisable dans l'appréhension de la dette, du financement, parce qu'on va ainsi massifier, et puis, pas massifier, on va ainsi écraser un petit peu les surcoûts. Voilà, ça c'est un premier point. Après, voilà, dans le développement, ce que disait Nicolas, dans le développement du financement des corporate PPA, bien sûr, ça c'est des choses qu'on regarde. Alors, on en parle depuis tellement longtemps qu'on avait hâte à chez BPI, parce qu'on aime bien être en avance de phase. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une problématique, c'est qu'on a ce temps long dont on a parlé avant, ce temps long d'exécution et d'arrivée sur le marché de projets purgés de tout recours, qui est vraiment, je pense, le plus long de toute l'Europe. Donc c'est vraiment très compliqué. Et puis ce temps court de l'urgence d'industriels, gros ou moyens, qui ont besoin d'avoir une énergie un peu moins chère. Et ça, aujourd'hui, ça ne matche pas vraiment. Donc c'est très compliqué. Et pourtant, les corporate PPI peuvent y répondre dans le sens où derrière ça, il y a des enjeux de sécurisation. Mais la négociation entre les deux, elle est compliquée. Qu'est-ce que je propose comme prix si je ne sais pas sécuriser parce que l'acier est encore en faisant Donc c'est peut-être la problématique justement du risque aussi, de voir du long terme. C'est la complexité. Exactement. Donc c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut être un grand développeur pour pouvoir absorber peut-être déjà un investissement de développement plus conséquent qu'un développeur de plus petite taille. Et puis il faut une négociation de confiance avec un corporate. Ça, c'est du temps long, dont nous, on travaille aujourd'hui sur 2 projets de ce genre-là. J'espère qu'on sera retenu en financeur, mais en tout cas, c'est très intéressant de regarder et d'appréhender ce risque nouveau. Ça veut dire que c'est tout nouveau pour vous, là, les corporate PPA. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle, mais en termes de financement, c'est tout nouveau. Et il y a un an, on avait un peu plus, il y avait des contrats de corporate qu'on nous proposait à des tarifs de 60 euros sur 20 ans. Voilà, bon, sur 15 ans, 20 ans. C'était assez classique, finalement assez proche de ce qu'on pouvait avoir sur les obligations d'achat. Là, on voit des choses très différentes et du coup qui peuvent nous amener peut-être à faciliter la façon d'appréhender les choses parce qu'on a des tarifs qui sont plutôt dégressifs. Et donc, si on cale une dette sur nos ratios DSR un peu classiques avec ces tarifs de prix d'achat un peu dégressifs, on va avoir une dette qui va s'amortir un peu plus vite. Donc, on va aussi dérisquer notre appréhension parce que, vous savez, on est banquier, donc on est tous régulés depuis la précédente crise. Et donc, c'est pas si simple. Il faut aussi qu'on rentre nos mécanismes de financement dans des mécanismes d'analyse de risque. Mais voilà, donc ça, c'est finalement, je dirais, presque une bonne nouvelle pour appréhender ces corporate PPA, et il va falloir qu'on s'y mette tous finalement. Mais
Ça n'enlèvera pas, enfin je pense que c'est nécessaire sur ce marché, mais ça n'enlèvera pas le fait qu'on a des obligations d'achat, on a du guichet ouvert, des choses qui sont encore fondamentales parce que la masse de volume est tellement forte qu'il faut une mixité d'acheteurs publics, privés pour arriver à remplir cet objectif. Et alors si je comprends bien, on est quand même à une période charnière aussi qui, vu le contexte, va faire que beaucoup de choses peuvent évoluer dans les modèles. Alors Nicolas Closet, je vous ai vu prendre pas mal de notes, peut-être commenter tout ce qui a été dit. Bon, j'ai bien compris. Je crois que sur les mesures d'urgence, vous ne pouvez pas encore nous dire grand-chose. On attend des annonces, on ne peut pas tout dévoiler, c'est ça ? Mais alors Exactement. sur les perspectives des modèles et sur finalement cet équilibre entre modèles subventionnés et non subventionnés dont parlait Nicolas Brault. Alors, je vais revenir effectivement sur ce point. J'avais aussi une réaction par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'indexation pour l'avenir, où on peut avoir d'un côté une vision attentiste, mais nous aussi on voit un côté très positif à ça, c'est qu'on a pu observer sur des appels d'offres par le passé, puisqu'historiquement la tendance était plutôt à la baisse des coûts, d'avoir des porteurs de projets qui faisaient des paris sur des baisses des coûts et qui, 2-3 ans après, se rendaient compte qu'en fait la baisse n'était pas là et donc les projets ne pouvaient pas se faire parce qu'ils avaient parié beaucoup trop bas par rapport à ce qui était faisable. Et donc c'est vrai qu'une indexation, ça va à la baisse, ça va à la hausse dans les cas où l'inflation augmente, où les coûts augmentent, et puis quand les coûts baissent, et ben ça va à la baisse. Et donc ça normalement, pour tout acteur rationnel économiquement, ça empêche de faire des paris sur le fait qu'on aura une baisse de 20%, puisque de toute façon le tarif sera indexé là-dessus. Donc ça permet aussi de prendre en compte ces éléments-là et qui, dans une optique où on a besoin de que tous les projets se fassent et surtout qu'il n'y ait pas de passagers clandestins dans des appels d'offres qui prennent la place d'autres, c'est particulièrement important. Alors après, sur les modèles de long terme, je pense qu'il y a un point à rappeler, et je laisserai Elsa compléter puisqu'elle avait commencé à l'aborder, sur le fait que, historiquement, c'est l'État qui subventionnait les ENR. C'est ce qui se passe depuis 15 ans. Ce qu'on voit depuis quelques mois, c'est que les ENR, à part peut-être les contrats les plus chers, et encore, ils vont quand même bientôt donner de l'argent, vu les prix de marché, c'est un reversement des producteurs pour ceux qui sont sous complément de rémunération vers l'État, ou pour ceux qui sont sous tarif d'achat, c'est transparent pour les producteurs, mais en tout cas, c'est un bénéfice positif pour l'État. Et ça permet de remplir un des objectifs particulièrement importants de la politique énergétique, qui est qu'on doit essayer de maintenir un prix maîtrisé de l'énergie pour tous les consommateurs, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient industriels ou autres. Donc effectivement, il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Et le complément de rémunération, aujourd'hui, il a quand même cette vertu d'être symétrique. Et donc, effectivement, quand les prix sont bas, l'État aide les ENR. Et quand les prix sont hauts, les ENR permettent de reverser à l'État. Et alors, évidemment, il n'y a pas de fléchage direct, mais quand on voit aujourd'hui toutes les mesures de protection des consommateurs qui ont été prises par l'État et qui coûtent quand même relativement cher, on peut voir que les ENR, grâce à ces mécanismes de soutien maintenant asymétrique, contribuent de façon directe ou indirecte, ça dépend comment on veut le voir, mais en tout cas ils participent activement à un maintien d'un prix de l'énergie plus bas, quel que soit après le mécanisme de redistribution. Et c'est un des éléments qui est particulièrement important, donc, y compris sur le long terme, si on veut réfléchir à des nouveaux mécanismes de soutien ou de financement des ENR. Parce que si on est sur un mécanisme 100% marché, alors après je ne sais pas si c'est quelque chose que visent les producteurs ENR au regard des risques et des problématiques de financement qui peut y avoir derrière. Mais c'est vrai qu'on perd toute cette faculté qu'il y a pour des projets qui ont des coûts qui sont relativement connus et qui sont essentiellement de CAPEX. Et après, quand les marchés explosent, on a les revenus qui permettent de rembourser les CAPEX et les OPEX, et au-delà, de la rémunération raisonnable, quelle est la contribution au système électrique global qui peut être obtenue. Donc c'est pour ça que les mécanismes de complément de rémunération sont particulièrement intéressants dans ce cas-là. Les corporate PPA aussi, qui permettent normalement d'être aussi gagnant-gagnant entre le producteur, alors c'est essentiellement des plus gros producteurs, et puis les consommateurs, comme vous l'avez dit, c'est essentiellement soit des consommateurs industriels qui soient électro-intensifs ou non, mais ça leur permet d'avoir eux de la visibilité, ça permet aux deux parties d'avoir de la visibilité et d'avoir une rémunération suffisante d'un côté et d'avoir de l'autre côté une visibilité sur son approvisionnement qui constitue un élément critique de son activité. Donc en tout cas, c'est les éléments qu'on doit prendre en compte.
Mais je pense que la situation actuelle redémontre, s'il y en a encore quelques-uns qui doutaient, ce qui était peut-être le cas il y a quelques années, que au moins pour les 3-4 prochaines années, les ENR devraient être très fortement contributrices au budget de l'État. On ne souhaite pas que ça reste trop longtemps dans la durée, parce que c'est-à-dire que les prix de l'électricité sont beaucoup trop élevés. Mais en tout cas, c'est positif. Et le complément de rémunération, tel qu'il est aujourd'hui, il a quand même énormément de vertus, à la fois pour obtenir des financements, parce qu'il donne de la visibilité, et puis pour les producteurs, dans un certain nombre de cas, et pour les consommateurs, dans un certain nombre de cas. Voilà. Alors, vous avez passé la parole à Elisa, mais juste une petite question. Je pense que vous avez entendu aussi plusieurs commentaires qui ont dit qu'il faudrait un peu plus de moyens aussi pour accélérer, on va dire, administrativement, indépendamment du coût, la mise en marche des projets, on va dire. Alors, il y a 2 volets que j'ai bien retenus, enfin en tout cas que j'ai bien entendu et qu'on va retenir, qui sont celui sur, d'une part, la mobilisation du foncier, et faciliter l'accès à ce foncier de façon accélérée. Et puis après, il y a effectivement le sujet des procédures, où j'ai compris qu'il fallait, alors je ne sais pas quel est le bon terme qu'il faudra utiliser, entre ruisseler, perler, ou en tout cas que ça infuse dans toutes les strates. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si les quelques cas que vous avez mentionnés sont des cas très particuliers, qui sont symptomatiques et traumatisants, ce qui est peut-être le cas, ou si c'est quelque chose de plus général. Je ne pense pas non plus, quand même, puisqu'on a quand même... Il y a quelques années, je ne dis pas qu'il y avait peut-être cette absence de sentiment de l'importance de la transition énergétique et notamment du développement des énergies renouvelables. Le sentiment est quand même largement partagé, je pense, maintenant au sein de l'administration à tous les niveaux. Après, sur le fait que certaines fois, les instructions sont peut-être un petit peu plus précises que d'autres. C'est sans doute le cas, mais enfin, en tout cas, on prend bien le point. On vous remercie pour tous les cas que vous faites remonter et qu'on essaye, quand ils sont effectivement pas... Enfin, peut-être un peu exagéré, de faire en sorte qu'il ne le soit plus. Merci à vous. Elsa Merkel, voilà, si vous voulez commenter et ajouter justement sur la contribution dont parlait Nicolas Closet. Non, mais beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc, peut-être juste pour préciser que donc nous, la semaine prochaine, le collège de la Creux va délibérer sur le montant des charges de service public de l'énergie dans le cadre de l'exercice annuel 2022. Donc pareil, je ne pourrais pas faire beaucoup de teasing sur les chiffres, malheureusement. Mais ils sont bons. Les chiffres sont plutôt bons. Non, juste pour dire qu'en effet, en 2021, on a une baisse importante du coût du soutien aux énergies renouvelables, parce que les prix de marché ont commencé à vraiment exploser à la fin de l'année, et avec globalement des contributions importantes des énergies renouvelables prévisionnelles 2022-2023 au budget de l'État, dans un contexte où on a d'autres charges qui sont venues s'ajouter dans le cadre des gels tarifaires électricité et gaz qui sont incorporés dans les CSPE. Donc c'est important d'insister sur ce message, que dans ce contexte de crise des prix de marché, on a une vraie contribution des énergies renouvelables à financer, à apporter de l'argent au budget de l'État, ce qui permet derrière de financer des mesures qui viennent protéger le consommateur. Et si je peux peut-être juste finir sur le sujet des PPA, nous on a publié du côté de la Creux une étude qu'on avait menée avec eCube au début de l'année, qui analysait les principaux déterminants de la dynamique des PPA dans plusieurs pays en Europe. Donc il est vrai qu'en France, on n'est pas forcément le pays où les PPA se développent le plus vite aujourd'hui. Et voilà, nous, on est vraiment favorable à ce développement de ces contrats qui viennent prendre le relais des dispositifs de soutien sans les remplacer, bien sûr, mais qui permettent le développement de parcs renouvelables sans faire porter le risque prix de marché à l'État. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, le développement des PPA, et on est vraiment sur la rencontre aujourd'hui de deux besoins, à la fois des producteurs renouvelables qui ont besoin toujours de sécuriser un tarif, souvent à un prix relativement fixe malgré tout,
sur la durée, et un besoin des consommateurs, notamment les consommateurs industriels, mais pas que, qui ont besoin, dans un contexte où les prix sont hauts et surtout les prix sont volatiles, de pouvoir sécuriser des achats d'électricité à des prix raisonnables sur le long terme. Donc aujourd'hui, on a les deux besoins se rencontrent dans ce contexte de prix de marché haut. Et on est forcément après sur des questions de compromis aussi entre les producteurs, les banques et les consommateurs sur la question de la durée des contrats. Forcément, les consommateurs, ils se voient plus signer à 10-15 ans, alors que côté producteur, on aimerait bien que ce soit plutôt 20-25 ans. Une question de partage des risques. Après, on est au démarrage des PPA en France. On sait que les modèles progressent et puis s'adaptent dans les autres pays européens qui sont un petit peu plus en avance. Et je finirai juste par un point, c'est que ces PPA se développent dans le contexte de la hausse des prix, ils ont vocation à se développer encore plus. Ce qui nous semble important, c'est d'insister sur le fait qu'on a quand même besoin d'un suivi de ces PPA aujourd'hui. Donc on est tous au courant des annonces qui sont faites dans la presse lorsqu'un nouveau PPA est signé. Il y a toujours beaucoup d'articles qui sortent. Il nous semble que c'est important aussi du côté des pouvoirs publics qu'il y a un vrai suivi de ces contrats qui soient faits, parce que c'est aussi les PPA, c'est aussi les installations qui ne sont pas soutenues qui contribuent à l'atteinte des objectifs de la PPE. Donc ce suivi nous semble important. Ça pourrait être fait directement par le ministère, ça pourrait être fait par la CRE si elle en a les compétences. Donc voilà, je voulais juste insister sur ce dernier point. Et oui, c'est important de préciser. Alors Vanier de l'Étang, justement sur commenter ce qui a été dit, sur cette vision du modèle économique, si on veut se projeter quelques années en avant. Effectivement, aujourd'hui, le terrain de jeu s'est élargi puisqu'on a ces prix de marché à 200, 300, 900 euros du mégawattheure pour la fin de l'année. Mais je crois qu'au CER, on défend vraiment l'optionnalité. Enfin, tu parlais de mixité, Pascal. Il y a quand même deux catégories de projets bien distinctes. Les projets en corporate PPA ou en marché spot, très gourmands en fonds propres. Le couple risque-rendement n'est pas le même. Il y a plus de risques et il y a plus de rendement attendu. Et donc, plus de rendement attendu, ça veut dire que les capitaux coûtent plus cher. Et donc, c'est une approche qui, effectivement, permet d'alléger, d'avoir moins de dispositifs de soutien. L'alternative, c'est une approche beaucoup plus régulée, dispositif de soutien. Et quand on parle de soutien, effectivement, tu le disais, Nicolas, ça peut être dans les deux sens. Et en ce moment, c'est un soutien de l'État par les ENR, alors que pendant très longtemps, ça a été l'inverse. Mais n'oublions quand même pas une chose, c'est que quand on a un contrat qui garantit sur 20 ans à prix de vente, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir pour la collectivité le kilowattheure le moins cher. Donc c'est pour ça qu'on reste attaché au CER à ces dispositifs-là. Et si jamais ça permet à l'État de gagner de l'argent sur ces contrats, c'est au fond une juste récompense par rapport au risque qui est pris de soutenir sur 20 ans les installations. Donc on est vraiment dans cette approche où il en faut pour tous les goûts. N'oublions pas aussi que les dispositifs de soutien, ça permet de flécher vers certains types de projets, puisqu'il y a quand même des projets, on parle de toiture, on parle d'agrivoltaïsme, qui vont coûter un peu plus cher. Et si on veut, dans la planification, qu'il y ait une diversité de projets et aussi une diversité d'acteurs, puisque je crois que c'est aussi ce qui fait la richesse de notre filière photovoltaïque, c'est les PME, c'est les grands groupes, c'est beaucoup d'acteurs très différents. Si on veut qu'il y ait cette diversité de projets et d'acteurs, les dispositifs de soutien sont assez efficaces. Donc voilà ce que je voulais dire, les deux approches. Alors un commentaire peut-être l'un ou l'autre, avant que si vous avez une ou deux questions à poser, allez-y Pascal Corsel. Moi je voulais ajouter, parce que finalement je n'ai pas répondu à tout à fait, on n'a pas parlé de la notion de portefeuille, et c'est vrai que c'est aussi un moyen de commencer à aborder la faisabilité des financements, c'est d'intégrer quelques corporate PPA. Je vais parler aussi d'autoconsommation dans des portefeuilles plus classiques. Ça, pourquoi ? C'est parce que quand on est dans une équipe de financement structuré, on est des spécialistes, mais quand on s'attaque à présenter des dossiers dans des comités de risque, il faut qu'on éduque un peu plus. Ce sont quand même des sujets très techniques. Donc ça, c'est une façon de faciliter les choses. Et l'autoconsommation, je pense que c'est important aussi de flécher les entreprises. Pourquoi ? Parce que sur l'immeuble neuf, il y a la loi climat et résilience donc qui impose un peu de solarisation ou de végétalisation, mais sur le plan de solarisation. Et moi, ce que je me rends compte, c'est que si on n'est pas anti-investisseur, on a quand même aujourd'hui des constructeurs ou des maîtres d'œuvre ou des corps d'État, c'est pareil, qui ne sont pas hyper à l'aise avec la mécanique juridique et l'intégration
de co-titularité de permis ou de co-contrat de promotion immobilière. Donc peut-être que les développeurs ont une carte à jouer sur cet accompagnement-là. Et puis il y a aussi la rénovation des bâtiments, puisque ça ne nous a pas échappé, j'ai une petite brique immobilière dans mon activité. Et la rénovation des bâtiments, la baisse des consommations d'énergie pour le tertiaire, eh bien ça passe aussi par l'autoconsommation. Et donc il y a aussi une facilité là, un fléchage qui est évident. Et peut-être un peu d'innovation, un peu de techno, parce que tous les bâtiments ne peuvent pas supporter ces panneaux. Donc peut-être qu'il y aura aussi un axe techno. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Nicolas Brault. Oui, merci. Je vais rassurer Nicolas. Mon propos sur la part un peu marchande de notre portefeuille, il n'est pas de dire qu'on oublie tous les mécanismes de soutien, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais à la fin, on passe en tant que petit producteur-développeur nécessairement par ces mécaniques de soutien, puisque les outils financiers aujourd'hui, pour aller sur du corporate PPA ou du marchand, n'existent pas, ou très peu, en France en tout cas. Après, on regarde ce qui se fait ailleurs, on regarde le marchand en Espagne, on regarde le marché du corporate PPA. D'ailleurs, j'avais parcouru l'étude de eCube, très intéressante, partenariat avec la Creux. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble, mais nous, acteurs privés, on est obligés d'essayer de se projeter, de rester innovants à l'écoute du marché, de regarder un petit peu ce qu'on peut faire, d'avoir cette vision à 5 ans, 10 ans. Et aujourd'hui, effectivement, on est passé sur un modèle où l'État est soutenu par les énergies renouvelables, ce qui n'avait pas été le cas pendant les premières années. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions éventuellement ? On va vous passer un micro. Je ne vois pas une main levée. Si, il y en a une. Voilà, on va vous passer un micro, je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Nicolas Bétain de Green Solver. Déjà, merci à tous pour la qualité de ces interventions et notamment, Monsieur Closset, vous avez évoqué un point tout à l'heure que, du coup, l'objet de ma question que j'aimerais peut-être qu'on développe un petit peu. On nous parle de beaucoup d'objectifs incroyables de gigawatts, de terawatts pour assurer notre indépendance énergétique. Et aujourd'hui, la Chine a pris le contrôle de l'extraction de 2/3 des matériaux de la transition énergétique, cuivre, manganèse, aluminium, etc., pour ne citer que, dont les stocks seront très très largement entamés d'ici à 2050. Et même avec des gigafactories en Europe, on serait toujours dépendant pour l'approvisionnement en matières premières. Et vous avez donc évoqué les difficultés, on va dire, dans l'approvisionnement de ces matériaux et qui sont directement liés à la hausse des coûts et des capex. Donc on quitte une dépendance pour une autre. Est-ce qu'on ne reproduit pas les erreurs du passé ? Moi, je fais partie d'une génération qui subira les choix qui sont pris aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on parle vraiment d'indépendance énergétique ? Et voilà, question ouverte un peu. Vous avez 4 heures pour y répondre, c'est le bac philo. Allez-y, je vous en prie, une réponse, Nicolas Closset, puisqu'elle vous est quelque part adressée, mais si quelqu'un d'autre veut y répondre, allez-y. Merci. Je veux bien de l'aide après, en fonction de ce que je dirais. Il y a plusieurs aspects sur lesquels on peut répondre. Hein. Déjà, c'est qu'il y a évidemment la chaîne de production, où là, et la ministre l'a dit en introduction dans la vidéo, il y a le besoin de construire aussi des usines en Europe et en France. Et après, sur la chaîne d'approvisionnement amont, évidemment, il faut aussi diversifier et réussir soit par des nouvelles innovations technologiques à limiter au maximum ces besoins en matériaux critiques ou en matières premières. Après, il y a quand même aussi fondamentalement une différence entre le besoin et la dépendance énergétique quand c'est sur le combustible et quand c'est sur le matériau qui fait l'installation. On a évidemment besoin, et on s'en rend compte aujourd'hui, et Xavier Daval en a parlé tout à l'heure, il y aura une tension sur l'approvisionnement en panneaux solaires si la Chine préempte toute sa fabrication. Mais une fois que le panneau solaire il est installé, sauf s'il y a des problèmes, il est là quand même pour 20, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas, et il produira de l'électricité. Si on n'a pas le gaz qui arrive, on n'a pas d'électricité demain. Enfin, voilà, c'est quand même déjà une différence assez fondamentale sur cette approche. Mais évidemment, il ne faut pas qu'on crée cette dépendance supplémentaire. Donc aujourd'hui, on sait, j'imagine que vous connaissez tous, si ce n'est par cœur, au moins un petit peu l'étude qui a été faite par RTE, où il y a quand même une étude très précise sur justement tous les besoins en matériaux critiques, et en tous les matériaux d'ailleurs,
dans l'analyse environnementale qu'ils ont faite pour Futur Énergétique 2050. Et on voit qu'effectivement, sur un certain nombre de matériaux, il y a des gisements largement suffisants dans le monde. Ça, c'est pas un problème. Il y en a qui sont un peu plus tendus et pour lesquels il faudra être évidemment vigilant. Et on travaille aussi sur ces approvisionnements-là. J'ai pas forcément tous les éléments déjà en tête pour vous en parler, mais alors ça va faire l'objet d'ailleurs de la table ronde juste après. Donc pas d'autres commentaires sur le sujet. Bon, je vois qu'il est 12h35, donc comme nous avons une dernière table ronde, je dois vous laisser, on va dire, vous allez laisser la place. Mais merci beaucoup en tout cas à tous les 5 pour cette intervention. Merci beaucoup.